Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je vous souhaite une bonne année 2023. Je ne peux que nous souhaiter pour cette année que le pouvoir du dedans supplante ou du moins concurrence le pouvoir sûr. Le pouvoir du dedans et le pouvoir sûr. Je vais vous expliquer très rapidement de quoi il s'agit parce que nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Et ensuite, je vous présenterai mes projets pour 2023. Place à l'image. Et comme je n'ai pas eu le temps de faire un dessin, vu que l'idée de faire cette vidéo m'a prise avant-hier comme une envie de Saint-Nectaire fondu, j'ai fait un montage moche avec des photographies libres de droit. J'explique un peu les différents éléments avant que vous disiez « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait c'est du New Age là, elle dit qu'elle fait de la vulgarisation scientifique, elle met des images de chakras et tout. » Oui mais non, alors déjà c'est pas des chakras, hein. Et puis là je ne fais pas de vulgarisation scientifique là tout de suite. Et puis il n'y a pas que ça dans la vie, hein, non plus. Alors ce qu'on voit déjà, donc ce ne sont pas des chakras, on voit un personnage en position on peut dire de méditation. Et à l'intérieur, effectivement, il y a une espèce de fleur qui s'épanouit depuis son cœur. Mais ce qui est important, c'est que ce sont des figures fractales. Donc là, je vais surtout parler de la partie de droite et moins de la partie à gauche, parce que là, pour ce qui est des éléments que j'ai placés du pouvoir sûr, je pense que c'est assez évident, donc je vais pas insister. D'ailleurs, ça s'entend peut-être, mais comme je n'ai pas eu le temps non plus d'écrire cette vidéo, j'improvise un peu ce que je sais très mal faire. Et donc, voilà. J'espère que ce ne sera pas trop confus, mais en tout cas, je vais dire les choses un peu comme elles viennent. Plutôt parler du pouvoir du dedans, et outre ces fractales dont j'expliciterai l'intérêt un tout petit peu plus tard, on voit aussi à gauche du personnage en méditation, Socrate. Socrate pour le « connais-toi toi-même », et à droite, on a Canon, la déesse de la... pas la déesse, enfin, elle est considérée comme une déesse dans certains groupes, mais c'est d'abord le bodhisattva de la compassion. Et on voit une espèce de structure ramifiée et circulaire autour de la tête du personnage. Et là, on a l'arbre phylogénétique de l'ensemble de la vie terrestre. Alors pourquoi Socrate? Pourquoi l'arbre phylogénétique? Mais parce que le pouvoir du dedans, ça passe par la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi, tout comme notre être, elle possède plusieurs strates qui ne sont pas réductibles l'une à l'autre et qui ont toute leur importance. Se connaître, c'est connaître notre biologie, c'est connaître nos origines, connaître d'où nous venons, connaître aussi ce qui nous entoure et ce qui est lié à nous, donc connaître le vivant dans son ensemble. C'est connaître sa place dans ce vivant et sa place dans le monde. C'est connaître une part de nos déterminismes, donc là on est plus vers Spinoza, j'y reviendrai aussi. C'est connaître notre part de liberté, nos limites, j'y reviendrai aussi. C'est connaître aussi notre strate psychique, c'est connaître les forces inconscientes à l'œuvre dans notre psychisme, c'est connaître nos désirs, etc. Alors pourquoi Canon à droite? Mais parce que tout cela, dans une certaine mesure, permet de développer une empathie mature et une compassion authentique. Et en même temps, la capacité à éprouver de l'empathie, c'est justement le moteur du changement et les sentiments sont le moteur de toute pensée et de toute capacité à changer et à se comprendre soi-même et les autres. Le symbole du taiji qu'on trouve en bas sur le chou romanesco, donc le chou romanesco parce qu'il a une structure fractale et puis en plus ça évoque un peu le lotus et sans bout, pas le lotus, donc là l'importance des limitations, etc. Le taiji en bas et d'autre part, donc en haut Socrate et Canon, là c'est pour représenter l'importance de l'équilibre. Là je vais reciter la révérende mère Darwy O'Dray de la saga Dune de Frank Herbert, que je cite très très souvent. Il n'y a pas de secret à l'équilibre, il suffit de sentir les vagues. Et ça c'est très important parce que finalement, ce pouvoir du dedans, c'est d'abord un chemin de conscience qui est fondé sur une attention, une conscience justement, de ce que l'on vit à chaque instant, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de recette mécanique qu'on pourrait suivre et qu'on serait tenté de suivre, à part en fait des mécanismes qui sont propres au pouvoir sûr. Et ben pour le pouvoir du dedans, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ce n'est pas suffisant. Bon, je parlais du New Age en rigolant de mon montage moche, mais justement, le New Age et ses mantras, repris notamment dans certains livres de développement personnel, ça m'agace un peu, pour plusieurs raisons.
Un point très important, je ne méprise pas du tout les personnes qui ont de telles croyances, absolument pas, c'est même plutôt le contraire, mais j'aurai l'occasion d'en reparler, c'est pas le sujet là tout de suite. Mais les mantras superficiels, culpabilisants et finalement peu spirituels de la soi-disant loi de l'attraction par exemple, ça m'embête. Pas seulement en raison d'une posture sceptique qu'il est sain d'adopter, mais aussi parce que, sur le plan d'un développement personnel qui serait un vrai développement de la personne, un développement du pouvoir du dedans, c'est, pour le dire gentiment, vraiment pas terrible. En plus, les mantras du style loi de l'attraction sont relativement dangereux. Surtout si c'est votre principal prisme pour appréhender la réalité. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la loi de l'attraction mentale, c'est la loi New Age selon laquelle vous attirez ce qui vous ressemble. Vous émettez sur un certain plan vibratoire et vous attirez ce qui vibre sur la même fréquence que vous. Si vous prenez cette fichue loi de l'attraction par exemple, ça amène à une vision distordue et simpliste du réel qui peut être vraiment dommageable si on y croit trop. Bref, pour dire que ça c'est du pouvoir sûr, déguisé en pouvoir du dedans, mais c'est pas du pouvoir du dedans. En matière de pouvoir du dedans, il n'y a pas de coach possible. Des exemples, oui, des guides peut-être, des enseignants, sûrement, mais je ne dis pas du tout ça parce que, non, je vous rassure, je n'ai aucun enseignement à vous vendre pour apprendre les pouvoirs du dedans. Après cette épouvantable digression, voyons pourquoi j'ai tenu à formuler des vœux incluant le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans. Je n'avais déjà un petit peu parlé dans Arborescience, dans l'épisode 5 et l'épisode 6, donc de la saison 1. Et à Noël, j'ai reçu ce cadeau. Le livre de Frederica Van Ingen, Ce que les peuples racines ont à nous dire. Ça m'y a ramené. Et je me suis dit que c'était l'occasion de formuler des vœux qui aient du sens. Alors je vais vous lire un extrait de la préface écrite par l'autrice. Donc je vous laisse vous imprégner de l'image et ça va faire sens, je pense, à la lecture de ce texte. Dans une tribune adressée à l'Occident le 12 octobre 2020, date anniversaire de la découverte du continent qui allait devenir l'Amérique, l'activiste autochtone Demonte Nenkimo, première femme présidente du Conseil de coordination du peuple Waorani de la province de Pastaza en Équateur, évoquait ce mot employé dans sa langue, comme toutes les langues en Amazonie en ont un, pour nous désigner, nous les étrangers. Dans ma langue, le Wao Tededo, ce mot est Kowori. Et il n'est pas nécessaire que ce soit un mauvais mot, mais vous l'avez rendu mauvais. Pour nous, le mot a pris le sens suivant. Et d'une manière terrifiante, votre société en est venue à incarner cela. L'homme blanc qui en sait trop peu sur le pouvoir qu'il exerce et les dégâts qu'il cause. Quel est donc ce pouvoir que nous ne connaissons pas ? Dans la vision de ces peuples, le vrai pouvoir n'est pas celui que nous prenons sur l'extérieur. Il provient d'un travail sur soi-même, pour se connaître profondément, en nettoyant tous les voiles qui empêchent de toucher son essence. Alors seulement, on peut la déployer et contribuer harmonieusement au vivant sans déborder sur son voisin, ni sur le monde. Retrouvons donc chacun la confiance dans ce pouvoir qui est le nôtre, qui est celui de tout être humain. Transmettons-la à nos enfants, et souvenons-nous qu'il contient aussi la conscience de la responsabilité qui va avec. Dans la langue des Kagaba, pouvoir se dit Kwamalde, littéralement, prendre soin de tout ce qui est vivant selon les lois spirituelles des origines. Il signifie guérison. Donc j'en parlais déjà dans l'épisode 5 de la saison 1 d'Arborescience, en disant que le pouvoir du dedans s'oppose au pouvoir sûr. Ce sont des notions que la sorcière écoféministe Starhawk développe dans son livre Révél obscur. Le pouvoir du dedans s'oppose donc au pouvoir sûr. Le pouvoir sûr, c'est un pouvoir de domination qui repose sur la division et la hiérarchisation issue de la mise à distance. Donc c'est l'être humain qui se sépare de ce qu'il appelle la nature. Cette mise à distance imprègne toute notre culture. Elle fonde ou modèle les mécanismes de domination sexuelle, raciaux et économiques. Cette mise à distance est celle de l'être humain qui se représente lui-même comme en dehors de la nature.
C'est par exemple l'homme mâle qui va s'imposer comme sujet, comme le pivot de l'universel. C'est aussi la mise à distance de nos émotions, qui pervertit notre rationalité, considérée comme supérieure mais que l'on prive de sa nourriture première en faisant cela. C'est le mépris de la fonction sentiment, et ça j'en parle justement beaucoup dans l'épisode 4 sur l'émergence du psychisme, avec le neuropsychiatre Antonio Damasio notamment, qui nous rappelle que Spinoza avait raison au sujet de l'importance de connaître ses propres émotions et ses sentiments, puisque en fait les émotions et les sentiments sont le moteur de toute notre pensée, de toute notre intelligence et de toute notre rationalité. On ne peut pas les opposer. Le pouvoir sûr repose sur une vision divisée, réductionniste et mécaniste du monde. C'est un pouvoir qui ignore le lien, un pouvoir qui s'appuie sur un monde vidé de sa qualité, où l'on ne croit qu'à ce qui peut être mesuré, compté, acquis, possédé et utilisé. C'est le monde de la quantité, de la pure quantité. Alors un petit peu de pouvoir sûr, c'est peut-être nécessaire. Et bon, en tout cas, si la biosphère souffre aujourd'hui, c'est à cause d'un excès de pouvoir sûr de la part des humains. J'ai pas forcément envie en fait de tout, ce serait trop long en fait. Et c'est vrai que donc je vais pas tout dire, mais ce qui va être important de relever, c'est que on a les engrenages là dans ce monsieur en costard. Ces engrenages, ça montre le côté à la fois mécaniste de la façon dont il pense lui-même fonctionner, et aussi la façon dont il pense que le monde fonctionne, d'une manière purement mécaniste, d'une manière purement... il a une façon de raisonner en purement quantitatif, et c'est représenté par les engrenages, par l'argent, par... Ensuite à côté, et c'est là que je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis ces non-chakras en fait, c'est des fractales à l'intérieur de la personne, parce que là on a une personne, déjà on a une silhouette, donc on a une personne qui n'est plus attachée à son apparence physique et à sa... Le corps reste évidemment important, parce que si on est dans la division corps-esprit, on retombe dans le pouvoir sûr, parce que c'est le dualisme de Descartes, considérer l'esprit comme supérieur au corps, ça c'est complètement, ça fait complètement partie de cette culture du pouvoir sûr, pour lequel la conscience humaine est supérieure à la matière, qu'il y a un esprit déconnecté de la matière, et que donc l'esprit doit dominer la matière. Et ainsi, la rationalité qui est considérée comme traditionnellement comme masculine, enfin bon, il y a qu'à voir les écrits misogynes de certains grands penseurs, entre guillemets. Donc là, on retombe dans le pouvoir sûr. Le pouvoir du dedans, donc on a ce détachement de l'apparence et de la volonté de dompter le corps, mais on a la connaissance du corps, on a l'attachement discerné au corps, un attachement qui n'est pas une volonté de dominer, de contrôler, de posséder, mais une volonté de le comprendre pour en prendre soin et pour en tirer parti le mieux possible, mais pas dans une idée de l'exploiter, dans une idée simplement de vivre pleinement et de progresser, parce que le pouvoir du dedans, c'est le pouvoir de la métamorphose intérieure. Le vrai pouvoir, la spiritualité authentique, c'est la capacité à se métamorphoser soi-même, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas brutaliser son esprit et son corps pour les transformer. C'est les transformer par la compréhension. On parle d'évolution intérieure, on parle d'individuation, c'est-à-dire d'un chemin vers le soi authentique et pas vers une identité, par exemple, fantasmée, qui ne serait qu'un masque. Donc là, je reprends un petit peu la terminologie de Jung. Alors, ceux qui ont déjà écouté Arborescience savent que j'aime bien Jung, j'aime pas la psychanalyse parce que c'est plein de bullshit, mais j'ai beaucoup de... Je suis attachée à Jung, et du coup à la psychologie analytique de Jung, en tant que culture spirituelle et pas en tant que culture scientifique. Mais ça a aussi quelque chose à nous dire sur notre réalité. Ça reste important. Donc cette spiritualité authentique, cette métamorphose intérieure, on ne l'opère pas en changeant quelques habitudes superficielles pour avoir la sensation d'adopter une posture différente. Même si parfois, changer sa posture et même son apparence, ça peut contribuer un tout petit peu à amorcer un changement intérieur. Mais ça n'a rien à voir avec ça. La métamorphose dont on parle, elle relève de la métanoïa. Et la métanoïa, c'est encore un concept repris par Jung dans sa conception du processus d'individuation. Ça désigne une transformation du psychisme par, là je vais citer Wikipédia parce que c'est bien dit, par une sorte de guérison initiée par des forces inconscientes. Il s'agit d'une transformation complète de la personne, transformation qui ressemble beaucoup à celle qui se passe à l'intérieur d'une chrysalide.
On peut faire le lien avec le « connais-toi toi-même » inscrit sur le fronton du temple de Delphes, qui est souvent attribué à Socrate, puisque pour Socrate, connais-toi toi-même, c'est un principe philosophique fondamental et c'est un principe spirituel. Dans le cadre de la philosophie de Spinoza, ce connais-toi toi-même, ça peut signifier apprends à connaître ce qui te détermine. Et même si tu ne peux pas échapper à ces déterminismes, même si ton libre arbitre est illusoire, si tu possèdes une part de liberté, alors cette part, elle réside dans la connaissance et la compréhension par toi-même de ceux qui te déterminent. Ceux qui suivent Arborescience, encore une fois, savent que mon philosophe préféré, c'est Henri Bergson. Henri Bergson, lui, n'est pas déterministe comme Spinoza. Dans une conception plus bergsonienne, on pourrait se dire que la liberté et cette possibilité de se transformer intérieurement réside notamment dans le fait de connaître et reconnaître ses limites. Ce sont mes limites qui me confèrent ma puissance, tout simplement parce que sans elles, je n'existe pas. Connaître ce qui me détermine en partie, connaître mes limites, connaître ma biologie, connaître mes forces inconscientes, donc là on vient un peu à Jung, connaître mes besoins, connaître mes désirs, c'est ça qui va me permettre de cheminer sur ma voie d'individuation. Ce sont ces limites qui nous amènent à développer de la compassion, de la bienveillance, de l'indulgence, de la compréhension. On est intelligent parce qu'on est aussi idiot. Si on apprend et qu'on acquiert du savoir et de la connaissance et de la culture, c'est parce qu'on est ignorant et parce que l'on se sait ignorant. Salut Socrate, encore une fois. Vous connaissez la rengaine, l'existence a de la saveur parce que l'on finit tous par mourir. C'est parce que nos limites nous sont propres que nous avons, dans l'univers, la place qui est la nôtre. Connaître notre rapport au monde intimement, c'est aussi de la spiritualité. Comprendre et se sentir profondément comme une cellule d'un tout, ni plus importante ni moins importante que les autres, ça c'est de la spirituelle authentique et c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui se comprend avec une intelligence purement mécanique comme cette partie de la pensée que Bergson appelle intelligence. Et c'est aussi ce que ressentent d'ailleurs les Na'vis, ce qui est joliment exprimé dans le film Avatar 2 d'ailleurs que j'ai vu récemment et qui m'a fait pleurer. Alors on aurait des choses à redire sur ce film, sans doute, mais moi je suis bon public, je me laisse prendre au jeu et vraiment j'ai trouvé ça magnifique. Alors pour revenir un petit peu à mon merveilleux photomontage si pédagogique et d'une qualité esthétique exceptionnelle, cette sophistication des sentiments, de la pensée, de la conscience, je l'ai représentée par les fractales, puisque les fractales vont avoir ce développement en dentelle qui ne va pas prendre plus d'espace, ça va rester dans un plan restreint. On a un personnage qui crée de la complexité à l'intérieur de soi. Bon, les fractales, je vous renvoie à Arborescience sur la théorie du chaos. C'est une sophistication, une expansion qui ne colonise pas l'espace extérieur, qui ne prend pas plus d'espace, mais qui crée simplement de la qualité. C'est l'intérêt que j'ai trouvé au fractal pour représenter l'idée. D'ailleurs, en parlant de sophistication de la conscience c'était le principal thème des épisodes 1 et 2 de la saison 2 d'Arborescience, et j'en ai parlé avec Westworld. Donc j'ai perdu le fil, ce personnage crée donc ça à l'intérieur de lui-même. On n'est pas dans un pouvoir qui s'exprime en colonisant l'extérieur, en s'appropriant l'extérieur, c'est un pouvoir qui se déploie en créant de la qualité. Alors qu'à côté, dans le pouvoir sûr, on a un pouvoir qui est purement dans le règne de la quantité. On est dans un pouvoir qui est aveugle à lui-même. On est dans un pouvoir un peu absurde en fait, qui est mu par une sorte de pensée à la fois mécanique et mécaniste. Alors je vais arrêter là parce que c'est déjà un petit peu long pour une vidéo de vœux, surtout que le but c'était vraiment pas de développer le thème, j'ai pas le temps, et il y a des aspects de ce thème que j'ai déjà développés dans certaines émissions d'Arborescience. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que dans mes projets de 2023, il y a toujours Arborescience. Je continuerai de publier les articles de la saison 1 d'Arborescience, donc qui a été diffusée sur Radio Campus Clermont-Ferrand durant la saison 2019-2020. Alors là, je vais pas expliquer le principe, je ferai une vidéo spéciale sur l'émission pour expliquer un petit peu l'idée de l'émission, l'état d'esprit de l'émission, les objectifs de l'émission. Donc j'ai déjà publié les 4 premiers articles des 4 premiers épisodes
dont j'ai mis les podcasts en ligne sur mon site internet dont je mettrai l'adresse à la fin. Et prochainement, je devrais publier le texte de l'épisode 5 qui est sur l'émergence de la culture et l'épisode 6 sur le pouvoir du langage et des désirs. Donc les 4 premiers épisodes, c'était la théorie du chaos, la théorie de l'émergence de la vie et l'émergence du psychisme. À terme, j'envisage d'adapter Arborescience sous forme de vidéo avec donc les mêmes épisodes, les épisodes que j'ai déjà faits, ceux dont les articles sont déjà sur mon site, mais avec éventuellement des retouches sur la rédaction, des nouveaux enregistrements évidemment, et bien sûr aussi de nouvelles musiques, des musiques libres de droit, puisque ce ne sera pas sur Radio Campus mais sur YouTube. Ensuite, il y a le projet Musotopia. Donc Musotopia est un jeu de cartes, un jeu de société, sur lequel je travaille avec mon chéri. J'ai réalisé déjà quelques illustrations, j'ai encore beaucoup de travail, mais je vous en donnerai des nouvelles prochainement. Ensuite, j'envisage, donc outre les vidéos sur Arborescience dans un certain temps, à plus court terme, j'aimerais aussi proposer des vidéos pédagogiques à destination des collègues ou des parents. La première vidéo que j'envisage de publier sera sur l'usage du boulier en classe. Je ferai aussi une vidéo pour présenter mon jeu des 7 familles des animaux, mon jeu des 7 familles basé sur la phylogénétique, et ensuite encore des vidéos, mais cette fois-ci des vidéos de symbologie, notamment sur les jeux de tarot, sur le Yijing, etc. Et sur encore d'autres systèmes. Donc là sur la photo vous pouvez voir quelques-uns des jeux que j'ai le plaisir de posséder. Alors j'en ai oublié quelques-uns, là j'ai même pas mis le tarot de Marseille de Camille Jodorowsky. Donc j'ai déjà commencé à écrire pour une dizaine de vidéos, reste maintenant à trouver le temps de les réaliser. Et enfin, Wermob Pilote. Donc Wermob Pilote, c'est le roman sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années, c'est même une série de romans. C'est un projet que j'ai repris au milieu de l'année. Donc j'ai repris vraiment tout depuis le début, j'ai commencé à réécrire le premier tome, même si ça risque d'être en pause, ça va rester toujours dans un coin de ma tête. Et même pas seulement dans un coin, parce que j'aurai l'occasion de vous en parler dans la rubrique symbologie, puisque l'usage que j'ai du tarot a justement tout à voir avec le processus créatif et le processus d'écriture. Donc nous nous retrouverons bientôt pour les prochains articles d'Arborescience sur le site internet. Donc là il sera question de l'émergence de la culture et de l'émergence du langage et de l'importance du langage et des désirs dans l'émergence justement de l'esprit créateur de culture. Je vous retrouverai aussi tout bientôt pour une émission, la première vidéo de pédagogie sur l'utilisation du boulier en classe. Bonne année à vous et je vous souhaite un harmonieux et un rayonnant développement de votre pouvoir du dedans. Et on tâchera d'avoir une meilleure qualité de son la prochaine fois.